impeccable. Bonjour, ici Feldo pour Tonnerre Impeccable, un podcast de jeux de rôle où l'on parle de Warhammer sous différents angles. Et l'angle d'aujourd'hui sera celui des souterrains. Je pense aux souterrains qu'on peut explorer à la manière des jeux de rôle classiques. Ça peut aller jusqu'à du PMT, du porte-monstre trésor. Ou pas, bon ça c'est une question de façon d'implémenter la chose. Mais j'ai envie de réfléchir à ce qu'on peut trouver dans des grottes, des cavernes qui soient naturelles ou creusées en partie par des humains, des peaux vertes ou des nains. Alors les nains en général fabriquent des choses sous terre qui sont plus soignées, ils cherchent à y vivre. Donc ce n'est pas le même degré de minutie que ce qu'on pourrait trouver dans une mine humaine ou ce genre de choses. Mais ceci dit, tout dépend de la façon dont ils ont pu s'installer à un endroit X ou Y. Tout ce qui est Karak XXX qu'on retrouve sur la carte du monde de Warhammer, on peut supposer que ce sont des colonies plutôt bien implantées. Moi je préfère aller voir ailleurs, créer des nouveaux lieux sur lesquels personne n'empiétera sur ce que je crée. Il n'y aura pas de supplément futur expliquant ce qui se trouve dans le nom de Karak que j'avais choisi pour faire ceci ou cela. Et du coup, pour expliquer que ce soit des lieux qui ne soient pas connus sur les cartes, je pars du principe que ce que je fabrique en ce sens avait un côté pas fini, ou alors une histoire dramatique qui a fait que la nouvelle n'a même pas eu le temps d'arriver à la civilisation. Tout dépend de l'éloignement, de l'état d'avancement des travaux, etc. Voilà, je commence à bifurquer déjà vers des Karak, mais après tout, je précise un Karak, on peut penser, si on n'a pas trop l'habitude de ce type d'univers, on peut penser que je parle de caractéristiques. Non, je parle de noms de colonies naines. Il y a eu un supplément en V2 qui s'appelait Karak Asgal et qui décrit en fait un endroit dans les montagnes éloignées au sud. C'est un endroit un peu à la Ultima Underworld ou Arx Fatalis, ce genre de jeu où on a toute une série de niveaux habités par différentes espèces. Donc dans Karak Asgal, on a des très vieux tunnels, mais qui sont occupés du coup par plusieurs factions. À la surface, on a quand même des villages avec les différentes espèces habituelles, humains, nains, halflings, tout ça. Et on peut partir en expédition sous terre, à condition de laisser une taxe quand on remonte une partie de ce qu'on a trouvé. Et c'est un complément aux règles qui proposent des tables de tirage aléatoires pour des rencontres sous terre, etc. Il est pas mal. Et en plus, je l'ai découvert finalement assez tard, après avoir découvert le concept de table ouverte proposé par je ne sais plus qui, un blogueur américain, je crois. Je ne sais même pas s'il était américain, son nom était un peu scandinave peut-être en fait, ou grec. Enfin bon, là n'est pas la question. Quelqu'un qui bloguait sur le jeu de rôle et qui expliquait être parti vers le système de table ouverte, dans le sens où chaque semaine, il accueillait des gens différents à sa table. Il y avait sûrement des joueurs récurrents, mais en tout cas n'importe qui pouvait venir, puisque les aventures qu'il proposait étaient un peu de ce format-là. Un donjon qu'on peut explorer en une session, on n'en verra jamais à chaque fois le bout, mais on peut explorer un petit morceau qui n'a pas été cartographié, ou juste récupérer un peu d'argent là où on sait qu'on va en trouver, etc. L'idée étant qu'il y a, par exemple, un peu comme pour Karak Asgal, un village d'aventuriers près de l'entrée, et qu'à chaque session, on choisit une équipe qui va partir, genre Mission Impossible, Masque, tout ça. Et du coup, si une personne est absente, si l'équipe fluctue, ça n'est pas un problème. Et même dans ce genre de format, une même personne, un même joueur, une même joueuse peut avoir plusieurs personnages et alterner un coup avec l'un, un coup avec l'autre, suivant son envie ou les besoins de l'équipe. C'est quelque chose qui m'avait assez charmé et j'avais envisagé de créer ça sur Warhammer.
Et ensuite, bien plus tard, j'ai découvert Caracasgal qui propose vraiment tout ce qu'il faut pour ça, à vrai dire. Ils n'ont pas spécialement théorisé cet aspect table ouverte. Mais en tout cas, le format est tel que ça s'y prête très très bien. Et c'est un supplément que je recommande. Même si moi je préfère partir vers autre chose, personnalisé pour garder une surprise intégrale, aussi bien pour moi, c'est vrai que j'aime bien ça, mais aussi pour être certain que personne ne connaîtra déjà ce que je vais proposer, ce qui pourrait être dommage, quoi. Et donc, que peut-on trouver dans des souterrains ? Beaucoup de poncifs du genre viennent de Tolkien finalement, qui lui-même bien sûr s'est inspiré de légendes avant lui, mais je pense quand même qu'on peut lui attribuer quelques scènes un peu typiques aujourd'hui, comme le moment où dans la Moria, l'équipé se retrouve près d'une tombe d'un ancien nain qui a voulu rétablir la gloire de la colonie. Et donc l'équipé se retrouve assailli par des peaux vertes, plus la scène évidemment du Balrog, etc. Même avant ça, la halte à l'intérieur, le chemin est tellement long qu'il faut dormir dans la mine, avec la scène du puits, le bruit qui est fait et qui déclenche un peu tout. On a quelques scènes devenues cultes et qui peuvent être tout à fait réutilisées telles quelles. Si on n'utilise pas la même séquence, qu'on ne copie pas à 100%, je pense que ça peut être agréable en fait pour une équipée de revivre ces moments-là, une partie de ces moments, et de les vivre à leur façon, avec leurs personnages. Ça peut être très sympa. Et du coup, pour chercher du détail, c'est vrai que j'aime bien les peaux vertes, ainsi que leur liaison toujours un peu délicate avec les nains. Donc si je pars sur du nain, là je vais plutôt m'appesantir là-dessus du coup. Et bien dans ce cas, la menace principale pourrait bien relever de gobelins et d'orques. J'ai tendance à mettre plutôt des gobelins et des orques parfois en renfort, mais suivant bien sûr la puissance et la taille de l'équipe de PJ que vous avez. Ça, c'est à adapter. Avec même parfois les orques noirs qui sont de véritables tanks sur pattes. Alors, et en plus, ce qui est intéressant, c'est que les tribus de peau verte peuvent très bien être en concurrence, ce qui permet d'ajuster la difficulté. Parce que quand on a une équipe de 4-5 aventuriers qui arrivent dans un lieu aussi hostile, on est bien obligé d'imaginer qu'il y a pas mal d'ennemis qui ont envahi la zone et du coup qui rendent l'endroit dangereux. Bien que on peut estimer que les envahisseurs sont aussi sur le déclin et qu'il reste plus grand monde, mais en tout cas, on peut facilement se retrouver dans une situation où les aventuriers ont vu un peu trop gros et se retrouvent aux prises avec des forces qui les dépassent. Et c'est là que peut intervenir la rivalité entre différentes tribus. Et des gobelins de telles tribus vont attaquer ceux qui sont déjà en train d'attaquer les PJ, etc., etc. Probablement pas pour les sauver, mais pour les piller eux-mêmes. Mais en tout cas, ça va quand même décimer une partie des opposants, ou laisser une occasion pour prendre la poudre d'escampette. Vient aussi la question du langage. Est-ce qu'on peut négocier avec les peaux vertes dans les jeux vidéo, les fictions en général ? En général, ils parlent plus ou moins la langue des humains. Alors est-ce que les gobelins apprennent le Reichspiel ? Je ne sais pas trop où ils le feraient. Moi je suis plutôt partisan du fait que, que quelques gobelins vont connaître des mots humains, surtout s'ils ont eu des esclaves. Ils peuvent éventuellement, prendre des esclaves humains exprès pour apprendre leur langage et afin de mieux manipuler des humains isolés ou ce genre de choses. Mais en règle générale, je pars du principe que le gobelin de base ne saura pas parler le Reichspiel ou juste quelques mots très simples qui peuvent éventuellement suffire. Et je garde un parler plus poussé pour des héros gobelins, je veux dire, enfin des héros peau verte, et en particulier ceux qui sont plus dans l'intellectuel, c'est-à-dire les ingénieurs, les chamans, ce genre de choses. Dans pas mal d'univers, en tout cas c'était le cas dans Warcraft, les gobelins étaient très malins, ils avaient leurs propres machines, etc. C'est aussi un peu le cas dans Warhammer Battle et tout. Hein. Donc pour eux, ça peut être sympa
Donc pour ces personnages plus futés, ça peut être cool de leur permettre de parler la langue des hommes quand même, puisque ça autorise d'autres issues que le combat. Même si on peut s'attendre à ce qu'un donjon soit dangereux, c'est quand même cool de pouvoir faire preuve de sagacité et de sociabilité afin de s'en tirer avec quelques blessures en moins. D'ailleurs, il y a un petit revival depuis quelques années, l'OSR, le Old School Revival, si je ne m'abuse, qui récupère un peu des vieilles thématiques, mais avec des mécaniques renouvelées et des donjons qui sont réalisés quasiment sans jet de dés, avec des réflexions qui tiennent quasiment du puzzle dans certains cas. Bon, ça dépend vraiment des règles et des scénarios qui sont proposés, mais on est sur du jeu de rôle une nouvelle forme et qui est loin quand même finalement du PMT, même si ça se passe dans des donjons parfois. Bien que je ne veux pas diaboliser le porte-monstre trésor, même si heureusement on s'en est affranchi et qu'on va bien au-delà aujourd'hui, je trouve que moi je l'ai vécu qu'une seule fois en vrai, en tant que joueur, une de mes premières parties de jeu de rôle peut-être. Enfin en tout cas j'avais beaucoup joué au collège, mais j'avais fait une petite pause. Une de mes rares parties en tant que joueur à l'époque de la fac. Donc j'avais déjà été MJ avant sur Warhammer, Star Wars pendant mon adolescence et tout. Au lycée, j'ai fait jouer du Star Wars surtout. Et arrivé à la fac, un gars nous propose une partie de Donjons et Dragons. Et mine de rien, j'avais jamais eu l'occasion, puisque en France, c'était pas si courant, il me semble. Hein. Et j'ai sauté sur cette occasion, et c'était un gros groupe. Hein. Il avait pris beaucoup de joueurs, je pense, je sais plus, mais ça m'étonnerait pas qu'on était 8 joueurs pour un MJ. Et moi il nous permettait de prendre n'importe quelles espèces, même celles qui n'étaient pas prévues dans Donjons et Dragons. Donc moi j'avais pris un Krell, une espèce que j'avais créée pour inventer une langue. Enfin, après avoir lu Tolkien, j'avais voulu inventer ma langue et tout, et donc j'avais fait un peu comme Tolkien, j'avais fait ma langue et mes espèces qu'elle avait avec, etc. Et le MJ de Donjons et Dragons et le MJ de D&D m'avaient permis de prendre ce bonhomme-là. Je sais plus quelle classe j'étais, probablement un truc genre magicien ou je sais pas quoi. Et c'était du PMT à 100%, hein, vraiment, c'était du donjon, donjon. Avec des épreuves vraiment classiques et un peu bateau, mais qui pour nous tous, ou presque, c'était quand même finalement rare qu'on joue de cette façon-là. Donc c'était pas si mal, ça s'est avéré nul au final, parce que le MJ a eu la mauvaise idée à la fin, avec deux mauvaises idées. La première, c'était qu'à la fin, on finissait en buvant une potion, c'était Matrix avant l'heure, hein, potion rouge ou potion bleue. Et il y en avait une qui nous tuait, une qui nous faisait survivre jusqu'à la sortie. Ça c'était un peu naze. Et double échec à la fin. Alors je sais pas si c'était prévu tout de suite ou si c'était parce que des gens ont râlé. À la fin, il nous a dit non mais tout ceci n'était qu'un rêve, une hallucination ou je sais pas quoi. Donc ça vraiment deux grands péchés capitaux qui ont conclu une soirée qui autrement aurait été pas mal, c'est dommage. Bon, je digresse. Tout ça pour dire que je n'ai rien contre le PMT à petite dose. Et peut-être même qu'à grosse dose, ça pourrait me plaire. Hein. C'est quand même un sujet qui me titille un peu. C'est un défi justement qui m'intéresse de faire ce type de partie, mais en rendant ça vraiment intéressant, sans forcément aller vers du HeroQuest ou du D&D Pathfinder tel que c'est prévu dans les règles, et que ça se fait beaucoup à l'américaine avec des damiers, etc. Moi j'aime bien les combats tactiques, mais ils sont pas toujours si intéressants que ça. Dans Warhammer en tout cas, je les trouve pas très pertinents. Dans D&D c'est peut-être plus intéressant, mais après c'est le côté roleplay qui en pâtit, les carrières sont vraiment à 100% tournées vers le combat. Bon. Il y a un équilibre là-dedans qui est sans doute à trouver pour moi, enfin pour ma pratique, hein, que je pourrais dénicher, mais je ne l'ai pas encore. Mais c'est un peu sur ça que je vais d'ailleurs en ce moment, puisque si je parle de ces donjons là maintenant, c'est que je suis en train de travailler sur une aventure de ce type et que je cherche à trouver des idées qui ne soient pas forcément extrêmement originales, mais tournées à la manière qui me plaît et qui peut convenir à ma table. Donc admettons que nous ayons des nains
qui se lancent à la recherche d'une colonie karak naine plus ou moins oubliée. Ils arrivent à l'intérieur, ils savent qu'il y a des gobelins dans la région, mais qui ne sont pas très nombreux, pas très puissants. Ils vont commencer leur exploration prudemment. Et que peuvent-ils trouver? Bien sûr, des restes des premiers occupants, mais aussi des restes d'autres expéditions qui ont pu venir après, avec le même désir qu'eux, c'est-à-dire souvent fouiller juste pour voir ce qu'on peut retrouver comme trace de l'ancien temps ou comme trésor. Dans certains cas, une expédition peut venir pour vraiment s'installer et restaurer la grandeur de la colonie ou la terminer quand elle n'était pas terminée. Après, j'ai pas forcément envie de partir dans ce qu'on retrouve beaucoup dans les jeux vidéo, retrouver des notes après notes pour reconstituer l'histoire précise d'un personnage ou d'un clan. Bon, ça me fait penser à tous ces jeux vidéo où on retrouve des cassettes audio qui nous expliquent de manière très laborieuse l'histoire sur des heures et des heures. Et encore, quand c'est de l'audio, on a de la chance. Pendant longtemps, c'était juste des textes, des lettres éparpillées, on ne sait comment. Enfin, c'est un peu bizarre d'imaginer qu'un personnage va égrener de cette façon son journal. Donc voilà, ça me plaît pas trop. Mais par contre, il peut y avoir un endroit, enfin disons 2-3 pièces dans lesquelles on apprend pas mal de choses d'un coup. Soit parce qu'il y aura un gros journal, et c'est ce qu'on retrouve d'ailleurs dans Tolkien, il y a un gros livre qui raconte ce que les nains ont vécu, et puis bon, on lit une partie et ça suffit. Soit des lieux qui racontent eux-mêmes leur histoire. Je pensais à une grande colonne, peut-être, qui aurait servi de dernier lieu pour la demeure éternelle d'un nain, que ses compatriotes auraient voulu préserver des attaques gobelines, donc ils auraient pu mettre ce corps tout à fait en hauteur et détruire ensuite les accès, les escaliers, les échelles qui y mènent. Donc ça pourrait intriguer les PJ qui se montreront plus tenaces que des gobelins pour aller fouiller ça. Il peut y avoir des portes cachées qui n'auraient pas été trouvées par les peaux vertes pour une raison X ou Y. Et alors pour l'équivalent du Balrog, une bête, est-ce qu'une vouivre a élu domicile dans le coin en voyant que des petits gobelins habitaient là et constituaient une nourriture facile à choper? Je mets pas très souvent des grosses bêtes, mais là c'est vraiment l'occasion. Et il y en a qui sont pas trop durs à tuer. Bon, jusque là rien de très original, mais rien de très intéressant non plus. Je pense qu'il me faudrait quand même un twist ou un fil rouge particulier qui rendrait ça pertinent. Oui, bien sûr, le fait que l'équipe était un peu centrée à la base sur un ingénieur. Alors je dis ingénieur plutôt qu'ingénieur, c'était le terme de la V1 que je trouvais très sympa, surtout pour les ingénieurs nains. C'est un peu ce personnage qui a été créé en premier et qui a motivé la suite du scénario. Donc je pense que l'idée ça pourrait être par exemple que les nains qui ont lancé cette colonie étaient persuadés qu'ils allaient devenir des nains super novateurs, qui allaient être des véritables légendes vivantes, puisqu'ils avaient fabriqué une machine qui creuse de manière très rapide et efficace, et qui est capable même peut-être de faciliter l'exploitation du minerai derrière. Enfin on imagine, je sais pas dans quel univers il y a ça, mais il y a des trucs un peu steampunk où on voit ce genre de choses. Une machine avec des cônes en vis, quoi, qui creusent facilement la pierre, et s'il y en a 4 et que ça amène des débris au milieu qui sont récupérés, qui peuvent être examinés par toute une série de nains qui sont dans la machine, une machine assez longue du coup, comme une locomotive souterraine d'une quinzaine de mètres de long ou je sais pas quoi. Ça pourrait justifier l'intérêt de cette mine-là, sa singularité, et peut-être expliquer sa chute, parce que du coup ça génère un boucan monstrueux qui aurait pu attirer des saletés innommables. Est-ce que j'irais piocher dans les Skaven? Bon, moi j'aime beaucoup les Skaven, j'aimais beaucoup les Skaven, je les apprécie toujours, mais avec le jeu vidéo Vermintide, leur intérêt a été un peu dévalué, je trouve. Ils étaient censés être des créatures rares auxquelles personne ne croyait. Je trouvais ça super comme aspect.
Et maintenant, pour beaucoup de gens qui arrivent vers Warhammer, ce sont des bestioles qu'on tue à la pelle, donc c'est un peu dommage. Enfin, bien sûr, s'il y a suffisamment de tunnels qui descendent, ça tombera inévitablement tôt ou tard vers des réseaux Skaven. La question c'est, est-ce qu'entre-temps, tout comme dans Karak Asgal, il y aura aussi des niveaux de morts-vivants, de liches, etc. J'aime bien ça, ça peut tout à fait se faire. Là pour l'instant je pars sur une colonie inachevée qui est plutôt petite, donc la partie naine sera limitée, mais clairement ça n'augure en rien de ce qu'on peut trouver et créer par d'autres espèces, ou un grand réseau de grottes naturelles. Après tout, il y a des réseaux gigantesques. Donc cette machine pourrait donner un côté presque Indiana Jones à l'aventure. Je dis pas qu'Indy était un ingénieur, mais il est quand même parfois amené à rencontrer des machineries. Je pense en fait là un peu moins au film, même si ça arrive parfois dans les films, mais je pense aussi aux jeux vidéo. Indiana Jones 4 et le destin de l'Atlantide, qui était un super jeu d'aventure de LucasArts, c'était vraiment génial. En termes d'abandonware, on est dans la crème de la crème là. Et dans ce jeu, je ne vais pas spoiler pour ceux qui voudraient y jouer, mais il y a un peu l'ambiance que je voudrais installer dans la dernière partie du jeu, il y a un peu ce côté-là. Donc je verrais bien une machine pour laquelle on pourrait comprendre assez vite, hein, celle qui creuse, on comprendra assez vite son usage. Mais ça pourrait être cool d'arriver à la faire remarcher avec des réparations de fortune et la récupération d'un carburant, enfin du charbon, hein, tout simplement. La faire marcher juste pour la grandeur naine, pour le plaisir de l'ingénieur, qui pourrait peut-être en rédiger des plans pour la ramener au savoir de son peuple. Et il pourrait y avoir d'autres machines, ou disons une ou deux machines, plus difficiles à saisir au niveau du fonctionnement, mais qui pourraient se montrer tout aussi intéressantes, ou pas intéressantes du tout. Il ne faudrait peut-être pas que cette colonie non plus renverse toute la technologie de l'univers, mais peut-être quelque chose qui aiderait à filtrer l'eau, ou à faire pousser un certain type de nourriture plus facilement, ou qui aiderait à se défendre. En fait, j'avais pensé aussi un peu à faire du tower defense. J'aime bien ce type de jeux vidéo. Ces jeux où on bâtit une série de tourelles pour se défendre contre des vagues d'ennemis qui arrivent en succession de plus en plus fortes. Et là, je pense que ça pourrait être rigolo, surtout quand l'équipe est petite, de montrer clairement à un moment donné qu'il y a un chemin étroit, qu'il est difficile d'éviter, et que les ennemis qu'on commence à entendre peut-être, il peut y avoir des coups de tambour typiques gobelins qui se font entendre et qui font craindre une attaque imminente. Et donc on se dit, ils vont sûrement passer par là, et comme par hasard sur ce chemin, il y a des armes pas mal endommagées, mais certaines semblent réparables suffisamment vite. Et ça peut constituer un petit hockey choral, une défense de fort en mode tower defense, où les PJ pourraient utiliser alors peut-être pas des lance-flammes, tout peut arriver, hein. Il peut y avoir un vieux bidon de pétrole à moitié séché qui peut être ravivé avec d'autres liquides ou je sais pas quoi. Il faut que ce soit un peu flambant, enfin pas qu'avec des flammes, mais je veux dire, là on est sur quelque chose, une scène finale qui devrait être marquante et intéressante. Donc on peut imaginer des tours à balistes, des flèches, comment on appelle ça, il y a des arbalètes à répétition dans l'univers de Warhammer aussi. Des armes à feu, des coulevrines, là, ces petits canons qu'on peut faire pivoter. J'imaginerais bien plusieurs tourelles de ce type qu'on peut manipuler avec des jets de CT simplifiés ou parfois même peut-être des jets d'agilité suivant ce que c'est et suivant là où on est le plus fort. Il faut que ce soit assez facile globalement de faire des dégâts quand même, parce qu'il y aura beaucoup d'ennemis en face et qu'il faut les démouler
à coup de D4 quoi. Je sais pas, un D4, un D6. Sur certaines armes, on va pas calculer les dégâts gobelin par gobelin, mais en défoncer plusieurs d'un coup. Et prévoir à côté de ça des pièges qui sont activables à distance, en appuyant sur des boutons ou en tirant des cordes qui viennent juste d'être réinstallées, ce genre de choses. Ce qui fait qu'on aurait un panel de choix à faire pour bien annihiler la vague d'ennemis qui débarquent. Plus la possibilité de prévoir peut-être une échappatoire, un chemin de fuite. Bien que le plus logique, c'est peut-être de devoir défoncer la troupe qui arrive pour pouvoir prendre le même chemin, puisque le côté de tower défense serait justement justifié par le fait qu'on sait qu'ils vont passer par là. Donc si on fait d'autres chemins, ça veut dire qu'on peut aussi être attaqué par d'autres chemins. Ça c'est à affiner, à voir. Pour ajouter au côté stratégie et tactique, peut-être qu'on pourrait ajouter des PNJ. Là l'équipe à laquelle je fais référence, il y a 3 PJ et un PNJ. Donc ça fait déjà 4 personnes qui peuvent activer des tourelles, des pièges, tout ça. Mais peut-être qu'avec 1 ou 2 personnages de plus, il y aurait moyen de les affecter à une tour, à un piège, à un poste de vigie, qui permettrait d'augmenter les choix à faire. Parce qu'après tout, s'il y a bien un intérêt dans le jeu de rôle, c'est de... Enfin, en tout cas, je trouve, hein, c'est une de mes visions, mais je sais bien qu'on peut trouver du plaisir dans plein de choses, même dans les choses très linéaires et scriptées, grâce à l'aspect rôle, à l'aspect théâtral. Mais en tout cas, dès qu'on tombe dans des phases un peu plus proches du wargame ou du ludisme, du jeu vidéo presque, ou jeu de plateau, là ce qu'on veut c'est faire des choix. Donc différentes tourelles, différents pièges, différents chemins qu'on peut bloquer par-ci par-là. C'est vrai que je crois qu'il y a peut-être moyen de faire un petit plan. J'évite les plans autant que possible, mais des fois c'est quand même sympa. Donc on peut proposer 2 ou 3 chemins et les PJ auraient la possibilité de provoquer des effondrements pour en laisser un seul et choisir le type de défense qui leur convient le mieux. Et donc 1 ou 2 PNJ qui pourraient trouver... alors je sais pas, ils ont rencontré un humain sur le chemin qui peut peut-être les accompagner à l'intérieur, mais où il peut y avoir dedans quelqu'un qui a réussi à survivre pendant des années. Une sorte de Newt comme dans Alien 2. Et voilà, ce qui permettrait d'augmenter la richesse stratégique de la chose. Ben, ma foi, ça me paraît déjà pas mal. Je vais m'arrêter là pour l'instant. C'est un sujet sur lequel je vais sans doute retravailler. Mais là, même si c'est parti avec des choses fort classiques, j'ai fini par aboutir à des éléments qui m'intéressent un peu plus et que je vais tester bientôt. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Tchuss!